C'est pas aussi une histoire d'entre-soi? Si, il y a une dimension comme cela, mais c'est un entre-soi qui s'est constitué parce que nous avons affaire dans ce dossier à quelqu'un qui, comme ça vient d'être dit par Ryan Chemin, qui était très puissant. Et même s'il y a des personnes qui étaient au courant, ils étaient aussi fascinés par cette puissance. Et c'est comme ça que se crée cet entre-soi. C'est comme tout complice dans n'importe quel crime. Le complice, il a un bénéfice à participer au crime ou à connaître le crime. Là, ceux qui gardent le silence, ils ont un bénéfice parce qu'ils restent près de quelqu'un qui est considéré comme hyper puissant. Donc ça crée un entre-soi. Et il faut absolument casser ça. Et quand on le repère, dire stop. Cette loi fait partie du dispositif qui s'ajoute à d'autres dispositifs pour la lutte contre l'islamisme radical ou l'extrémisme se réclamant de l'islam. Et sur le projet, évidemment, nous sommes d'accord pour qu'il y ait des dispositions supplémentaires. Nous l'avons déjà dit d'ailleurs au moment de la consultation, avant la présentation de la loi au Conseil des ministres. La question qui nous est posée n'est pas tellement celle-là en vérité. Nous pensons bien qu'il faut lutter contre cet extrémisme. La question, c'est de savoir quelle est la cible visée. Ce n'est pas seulement avec un projet de loi qu'on va arrêter l'extrémisme se réclamant de l'islam. C'est avec tout un ensemble de vigilance, d'action et de prise de conscience de la société française. Et là, je crois qu'on est assez d'accord avec les autres confessions, et en particulier le judaïsme. Notre question, elle est la suivante. Comment se fait-il que ce projet de loi, justement, vise particulièrement les associations 1905 qui, ne sont pas utilisés par les musulmans, aucun, et qui, ne sont utilisés que par les protestants et les juifs aujourd'hui. Sur les 3 000 ou 4 000 associations cultuelles en France, les 3/4 sont protestantes et le reste juifs. Quelques organismes latéraux utilisent cette loi. Mais là, il y a un vrai problème de visée de la loi. Ça, c'est le premier point sur lequel nous sommes très, très vigilants. Et le second point, c'est que les dispositions qui sont proposées sur cette loi 1905 ne la rendent plus du tout attrayante. Or, c'était le deuxième objectif de cette loi. Non pas seulement lutter contre les séparatismes, mais favoriser l'arrivée dans la loi 1905 des communautés musulmanes qui jusqu'à présent sont généralement et presque exclusivement en 1901 ou 1907. Or, le processus législatif contraint tellement le système 1905 qu'il n'est plus du tout attrayant, même et y compris, j'allais dire presque, pour les protestants et les juifs. Il y a une question qui est posée là sur, au fond, l'esprit de liberté qui ne règne plus suffisamment dans le projet de cette... En gros, vous avez des associations qui font du cultuel en étant immatriculées en loi 1901. À un moment, il faut dire, il y a un statut... sur les associations. Oui, et il y a un statut spécial qui est le statut 1905 pour les associations qui font du culte. Donc vous faites du culte, ok, et vous basculez en 1905. Vous voulez pas, on met des contraintes sur la loi 1901 qui sont exactement les mêmes que celles de 1905. Mais, ce faisant, c'est vrai, par exemple, l'État a exigé qu'il y ait un contrôle des comptes, ce qui est une bonne chose, sauf que ça coûte. Et donc, nos petites associations, je comprends les questions du pasteur, mais moi, la seule différence, c'est que moi, je me dis, au fond, l'État sait parfaitement qu'il faut nous aider et aider l'islam, majoritaire en France, à pouvoir mettre de côté toutes les tentations d'enfermement, de séparatisme. Il y a un phénomène extrêmement important qui est évidemment les gilets jaunes. Le fait d'avoir des manifestations récurrentes, hebdomadaires, et donc des moments de friction, ça a forcément amené plus d'accidents, plus d'incidents, plus de drames, puisqu'il y a eu des morts. Au cœur des villes. Au cœur des villes, etc. Et de ce point de vue-là, le maintien de l'ordre, on va dire, pour aller très très vite, effectivement, il a changé en France, il est devenu beaucoup plus brutal.
pour tout un tas de raisons. L'armement, la doctrine, l'emploi des troupes, la formation, les ordres, la communication ministérielle, la communication présidentielle, où on a lâché les policiers vraiment de manière... de mon point de vue, inconsidéré, en tout cas qu'on n'avait pas vu depuis au moins 50 ans sur le sol métropolitain. Donc là, on parle bien de manifestations sociales. Parce qu'en fait, il y a d'autres types de manifestations. Il y a les manifestations festives, il y a et puis il y a tout ce qu'on peut appeler le maintien de l'ordre dans les quartiers, qui est en train d'apparaître, alors qu'il existe depuis 30-40 ans qu'il y a un véritable problème entre les quartiers et la police et qu'il y a des violences policières extrêmement nombreuses depuis 30 ou 40 ans, mais qui étaient peu ou pas ou mal documentées, qui n'attiraient pas forcément l'attention de certains médias et donc qui étaient oubliées. Là, aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'historique. C'est un débat sur la place de la police, comme jamais. On n'a jamais, je parle sous le contrôle de Vanessa qui connaît ça admirablement, de mon point de vue, on n'a jamais autant parlé en France, et en fait dans toutes les démocraties, mais notamment en France, autant de la police, de son rôle, de sa place, de sa nature, qui est très particulière en France. C'est ce qu'on a vu un peu dans la bande-annonce, puisqu'il y a une confusion entre l'État et la police, du fait que la police soit nationale. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne, ce qui n'est pas le cas en Suisse, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, etc., où les polices ne sont pas nationales, ne représentent pas l'État. Et donc, ici, elles représentent l'État. On est à peu près une dizaine de salariés à subir du harcèlement sexuel depuis un petit moment déjà. Donc moi, depuis que je suis arrivée, du coup, en 2017. Et on a déjà alerté la direction. Donc, un des harceleurs a eu une mise à pied de 8 jours en 2019. Mais suite à ça, il a quand même été élu délégué du personnel du restaurant. Et donc, on a bien vu que la direction, en fait, ne faisait rien. Donc, on a décidé de faire la grève afin d'exprimer notre mécontentement face à cette situation. Ce qui vous a poussé même personnellement à faire cette grève, c'est des commentaires parfois très crus concernant votre personne. C'est ça, concernant notre personne et surtout notre physique aussi, en étant femme. Et des gestes déplacés aussi pour certaines équipières. Et des remarques à caractère sexuel, en réalité. C'est ça, exactement. Alors, cette grève que vous avez faite, Mathilde, elle a payé, en fait, vous l'avez dit. Il y a eu quand même le paiement des heures de grève, le fameux délégué du personnel mis en cause qui a perdu son statut, même donc une enquête interne a été ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous après? Alors, en fait, du coup, lors de l'enquête, il faut savoir que, pour ma part, en tout cas, j'ai eu des entretiens formels et informels. C'est-à-dire que les entretiens formels, bien sûr, on était convoqués 7 jours au préalable, comme la loi l'exige, etc. Cela, en gros, la directrice des opérations, elle me contredisait souvent, en fait. Et lorsque je lui apportais une réponse qui ne lui plaisait pas, elle insistait et répétait la question jusqu'à ce que ma réponse lui plaisait. Et j'ai également été conviée, du coup, à des entretiens informels, donc avec le franchisé lui-même en personne et toujours la directrice des opérations. Et où en fait ils portaient beaucoup de jugements de valeur sur ma personne et où clairement ils essayaient de m'intimider un petit peu. Et donc à la suite de ça, vous avez été licenciée, sans préavis et sans indemnité. Qu'est-ce qui vous a été reproché? Et pourquoi, à votre avis, comment vous voyez les choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il faut savoir qu'avant la grève, j'avais plutôt une bonne relation avec la direction. Ils m'ont jamais reproché ni mes méthodes de travail, ni mon travail en lui-même. Mais vous avez un peu mené cette grève d'une certaine façon. Vous étiez au contact de la direction pour cette grève. Ouais. Et bizarrement, justement, après cette grève, ils ont décidé du coup de me convoquer pour un entretien préalable au licenciement pour faute grave, pour un like sur les réseaux sociaux et pour des messages qui sont dans la sphère privée, qui étaient sur Facebook, mais sur Messenger, donc qui est un cadre privé. Mais pour eux, c'est les excuses du coup qu'ils ont trouvées pour me licencier. Là, ce qui se passe, c'est que la répression, elle est massive et elle va toucher un ensemble de gens extrêmement différents. Des étudiants, des lycéens. On avait vu avec l'affaire de Mantes-la-Jolie. Il y a eu les journalistes sont aussi visés par la répression, les manifestantes, les manifestants. Des avocats peuvent être aussi visés par la répression. Donc, le filet des personnes qui peuvent être pris s'élargit et en même temps, on élargit aussi les filets de la répression. Il y a les violences policières, mais il ne faut pas oublier les violences judiciaires avec la multiplication, les milliers de gardes à vue qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes et puis qui ont donné lieu à des comparutions immédiates, le nombre de procès, des militantes et des militants condamnés à de la prison ferme, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, en tout cas dans ces proportions-là, et puis la stigmatisation politique. Ça fait très longtemps que les luttes n'ont pas été autant stigmatisées, c'est-à-dire assimilées à de la violence criminelle.
assimilé à du terrorisme, c'est ce qu'on voit aussi dans des moyens d'action qui sont utilisés contre les militantes et les militants, mais aussi assimilé à des fous. Les militants sont fous, c'est de la folie, c'est une foule haineuse, ce que disait Emmanuel Macron. Des étudiants, eux, considèrent que Frédéric Mion doit démissionner avec une grande unanimité puisque 7 des 8 organisations syndicales des étudiants de Sciences Po, de toute orientation politique d'ailleurs, lui demandent de le faire. La semaine dernière, certains ont manifesté devant les locaux de Sciences Po. Vous voyez leur pancarte, hashtag démission, Mion démission, Sciences Po protège les agresseurs. Avec Youmni Kezouf, nous avons rencontré Thomas Lecor. Il est le représentant du syndicat UNEF au conseil d'administration. À Sciences Po, nous dit-il, Olivier Duhamel était un personnage très puissant. Olivier Duhamel, il était clairement, sur le plan politique, j'entends, pas sur le plan des affaires, mais au moins sur le plan politique, largement protégé par une garde rapprochée, notamment au conseil d'administration de la FNSP. Il intervient à Sciences Po depuis une trentaine d'années, il est extrêmement présent, il fait la rentrée solennelle. Donc c'est vrai qu'on avait cette impression de quelqu'un qui avait un pouvoir symbolique. Au quotidien, c'est pas lui qui prenait les décisions. Au quotidien, vous ne pouviez pas il ne donnait pas de cours. Mais pour les grandes conférences, pour les grands rendez-vous, c'était toujours lui. Et c'est vrai qu'il avait, on le sentait bien en conseil, ce sentiment quelque part d'immunité, en tout cas d'être au sommet de sa carrière et de n'avoir de compte à rendre à personne. Vendredi dernier, Thomas Lecor a rencontré Frédéric Mion pour lui demander des comptes. Il nous raconte ce rendez-vous. On était 4 représentants étudiants face à lui à la fin de la semaine dernière. Et c'est vrai qu'il a commencé à nous faire un monologue sur les erreurs qu'il avait commises et notamment sur le déroulé des faits très précis depuis 2019. Et c'est vrai qu'on s'attendait, dans ce moment un peu solennel, à une démission. Après, il ne l'a pas fait en expliquant, c'était un argument très simple, de dire que quitter le navire, je le cite, quitter le navire, ce serait trop simple, ce serait la facilité. Et son devoir, justement, même s'il a commis des erreurs, c'est de tenir le navire pour pas que Sciences Po ne sombre encore plus dans la crise. Autrement, Frédéric Mion, s'il ne démissionne pas, c'est pour protéger l'institution. De quoi mettre en colère Delia Nedelkou. Elle est membre du collectif féministe GARS de Sciences Po qui défend les victimes de harcèlement et de violences sexuelles. Comme beaucoup d'étudiants depuis les révélations du livre, elle a refait le film et il y a un événement très précis qu'elle n'a pas du tout digéré. Il a invité Olivier Duhamel à la leçon inaugurale de cette année en le présentant en tant que bon ami et en prononçant une phrase qui pour moi reste glaçante: vous êtes entre des bons mains. En cause, la leçon inaugurale de Sciences Po du 9 septembre dernier dispensée par Olivier Duhamel. C'est une tradition, le grand oral du début de l'année. Ce jour-là, Olivier Duhamel était en majesté et Frédéric Mion l'a présenté en des termes effectivement très sympathiques. Il a été particulièrement marquant pour des générations d'étudiants de première année. Vous l'aurez compris, chers étudiants, vous êtes cet après-midi entre de très bonnes mains, celle du président de la Fondation nationale des sciences politiques, du professeur Olivier Duhamel, celle de quelqu'un que je m'honore à considérer comme un maître, mais surtout comme un ami. Alors, pour Delia, la confiance est rompue. Du coup, il y a un manque de confiance par rapport à l'administration suite à ces faits. Mais aussi un sentiment d'insécurité parce que le collectif dont moi je fais partie, GARS, a reçu énormément des témoignages des étudiants qui se sentent plus en sécurité au sein de l'école. Et finalement, je veux dire, ce n'est pas une compétence annexe, la protection de la communauté étudiante. Ça fait bien, elle est au cœur de fonction d'un directeur ou d'une directrice d'une telle école. En étudiant m'agresse et je veux faire part de mon histoire à l'administration. Comment va-t-elle enquêter? Est-ce qu'elle va me croire déjà? Ça, je ne le sais plus. On manque de moyens pour agir concrètement. Et il y a une manque d'information sur la procédure, elle est trop lourde et elle a plutôt tendance à décourager les victimes à Sciences Po d'en parler. À part les newsletters, à part les vidéos, au-delà de cette communication, les engagements institutionnels restent à prouver. Et pour certains étudiants, cette affaire résonne très intimement, très douloureusement. C'est le cas de Julie. Elle fait partie de ceux qui ont lancé l'appel à la démission. Nous l'avons rencontrée il y a quelques jours. Écoutez. En fait, j'ai subi des agressions incestuelles de mes 6 à mes 12 ans que j'ai oublié. Voilà, c'est revenu sous forme de rêve quand j'avais 16-17 ans. Et il y a un mois tout pile, j'ai décidé d'en parler à mes parents, en fait, et de briser l'omerta familiale. Donc ça a été extrêmement dur. J'ai passé de très mauvaises fêtes de fin d'année. Et je pensais enfin avoir trouvé ma stabilité émotionnelle, mentale, etc. Et quelques jours à peine après, moi je tombe sur des articles sur Olivier Duhamel. J'étais complètement horrifiée, stupéfiée, et je me suis dit
Non, pas encore, parce qu'en fait c'est quelque chose que je prends assez personnellement et la gestion de Frédéric Mion, pour moi en fait me convainc qu'il y a un réel tabou autour de l'inceste dans la société française. C'est pour ça que moi j'ai décidé de réagir assez rapidement. Lorsqu'on est président et directeur d'une école comme Sciences Po, où il y a 13 000 étudiants, où il confie la leçon inaugurale quand même à Monsieur Duhamel, où il y avait des personnes mineures, des élèves mineurs dans la salle, moi oui ça m'interroge et c'est vrai que je comprends que Monsieur Mion ait cru bien faire en ne confrontant pas la victime par exemple, mais moi je pense que c'est un gros manque de discernement de sa part quand même, et peut-être un manque d'éducation aussi sur les procédures en cas d'inceste par exemple. Et le fait qu'il démissionne, ce serait vraiment un geste fort et ce serait l'envoi d'un signal qui dirait, alors déjà aux victimes d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel, de viol, d'inceste, oui, en fait, c'est important, c'est grave, et regardez, je démissionne. Avec Youmni Kezouf, on est allé au studio de Michel Zecler, là où le producteur a été tabassé par 3 policiers. Pendant ce déchaînement de violence capté par son système de vidéosurveillance, 9 de ces artistes étaient en train d'enregistrer une musique au sous-sol. Quand ils ont entendu des hurlements de Zecler, on a rencontré 2 des jeunes présents dans ce studio. Ce soir-là, Wensley et Goten, qui ont bien voulu témoigner. Là, j'entends à l'aide, à l'aide, laissez-moi tranquille, etc. Et là, la porte, elle est fermée, c'est ça? Cette porte-là, elle était fermée. Et on savait pas ce qui se passait. Du coup, on était tous là, on était toutes les personnes qui étaient dans le studio, on était tous là, les 8, à pousser la porte pour essayer de voir en fait ce qui se passait. Et à un moment donné, on a réussi à ouvrir la porte un tout petit peu. Et on a vu que c'était des policiers. On a vu un uniforme. On a vu que c'était des policiers qui tapaient Michel. Au premier coup, moi, je me suis pas dit que c'était des policiers. Je me suis dit peut-être qu'ils se font agresser ou... Jamais j'aurais pensé que c'était des policiers, en fait. Ils nous ont bloqués. On le voit dans la vidéo. Ils se sont mis devant la porte pour qu'on puisse pas l'ouvrir. Ah, ouvrez, wesh! Ah, ouvrez, wesh! Du coup, ils frappaient Michel sur cette porte-là. Et nous, ils nous bloquaient. Il y en a 2 qui nous bloquaient pour qu'on puisse pas ouvrir la porte, en gros, pour aider Michel. J'arrivais pas à comprendre, parce que je le voyais en sang, sa tête trouée. Et j'avais jamais vu Michel dans un état pareil. Et Michel, le gaillard, le costaud, se retrouve tête trouée, en sang. Devant moi, ça me faisait quelque chose, quoi. Les jeunes parviennent alors à pousser la porte et font fuir les policiers dehors. Mais quelques minutes après, l'un des agents lance une grenade lacrymogène dans le sas, ce qui provoque une nouvelle montée de panique. Les jeunes fuient se réfugier au sous-sol. La lacrymogène prenait à la gorge, en fait. On a fermé toutes les portes, les plusieurs portes qui mènent à cette pièce. On s'est tous réfugiés ici. Il y en a qui sont partis se réfugier en cabine. Et en fait, nous, on était encore dans l'incompréhension, mais on n'avait qu'un seul choix, c'est d'attendre les policiers, en fait, qui viennent nous chercher. Mais à ce moment-là, toi, tu avais peur, tu pensais à quoi? Tu disais que tu risquais quelque chose ou que de toute façon, c'était des policiers, donc ça allait aller? Non, franchement, j'avais pas confiance du tout. Je savais déjà que l'histoire était bizarre dès le début, en fait. Elle était bizarre dès le début et je me suis dit que déjà, j'ai voulu appeler mon frère pour lui dire que clairement, j'allais pas rentrer tout de suite. C'était sûr. Est-ce que ça veut dire que si rien n'est fait, si les choses n'avancent pas, vous envisagez une autre action comme celle de la place de la République ? Oui, tout à fait. Comme celle de la République ou sous d'autres formes, on ne s'arrête pas. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a décidé avec notre organisation Les Exilés, parce qu'on fait ça aussi à la demande des exilés, et c'est pas nous qui mettons en avant et on ne manipule pas les exilés. Nous allons faire des actions et on attend une réponse de l'État. Comme avant le campement de Saint-Denis ou après le campement de Saint-Denis, on avait dit à l'État de prendre en charge ces 1000 personnes qui étaient restées sur le carreau. La préfecture, l'État, la mairie n'avaient pas répondu, même si la mairie
mairie après a fait des propositions. Et ben aujourd'hui, on refait la même chose et en fait, ce qu'on a, c'est rien en fait. Toujours pas de son, toujours pas d'image et toujours ces personnes qui n'ont pas été prises en charge suite à la place de la République. Même s'il y a eu des places d'ouvertes, il y a plein de personnes qui sont restées à la rue, plus les primo-arrivants. Et aujourd'hui, on a encore de retour, comme tous les soirs, des dizaines de familles d'enfants, de femmes, de bébés, de femmes enceintes. Un petit chiffre rapide, l'année dernière, c'est plus de 1300 familles qui sont passées par Utopia. Ça représente 3300 personnes hébergées 23 jours par nos équipes et l'hébergement citoyen. Et à un moment donné, il faut tout simplement que l'État prenne ses responsabilités et fasse le travail d'accueil, comme elle le dit, mais en vrai, quoi. Il y a la répression visible, très visible, c'est les violences policières. Et puis il y a d'autres formes de répression plus invisibles, voire invisibilisées. C'est le cas de la garde à vue. Personne ne vous voit, sauf votre avocat. Et dans ce cadre-là, il y a une invisibilisation de la répression qui prend de plus en plus de place. C'est la multiplication des techniques intrusives de surveillance et de récolte des données des citoyennes et des citoyens. Alors, des exemples. Des exemples, les empreintes ADN, la surveillance de vos communications téléphoniques, la géolocalisation des téléphones portables, la reconnaissance faciale. Donc, on va utiliser notre corps à des fins sécuritaires pour nous prélever des informations sur nous-mêmes, pour remplir des fichiers, pour renseigner l'État, les gouvernements, les institutions de répression sur qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on lit, quelles sont les personnes avec lesquelles on échange. Donc il y a vraiment une massification de la surveillance de l'État sur les populations. Qu'est-ce qu'elles deviennent ces données ? Eh bien justement, c'est la question, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Elles viennent remplir des fichiers, nourrir des dossiers, et puis, en fait, ce qui compte en réalité, c'est les dispositifs. Une fois que les dispositifs sont là, les personnes qui vont être visées vont s'étendre. Aux États-Unis, après les attentats du 11 septembre 2001, il y a eu tout un ensemble de fichiers qui ont été créés, tout un ensemble de dispositifs, notamment qui comprennent de la délation, on y reviendra peut-être, et qui étaient censés se résumer à des suspects, etc. Qui a été fiché au final ? Les militantes et les militants. Des gens pour leurs opinions politiques. Alors on pourrait citer aussi le fichage, le fichage, dernier exemple, dernière actualité en date, le Conseil d'État donnait un avis favorable à 3 décrets élargissant les possibilités de fichage, autorisant les policiers et les gendarmes à faire mention des, je cite, opinions politiques, des, je cite, convictions philosophiques et religieuses et de, je cite, l'appartenance syndicale de leur cible. Est-ce que c'est grave ? C'est grave. C'est grave, mais ça s'inscrit vraiment, déjà ça s'inscrit dans une histoire. Les militantes et les militants ont toujours été surveillés par les services de renseignement. Il ne faut pas oublier que l'objectif des renseignements généraux, au moins jusqu'en 1990, c'était de surveiller l'activité protestataire et l'activité contestataire. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les archives de la préfecture de police de Paris. J'ai trouvé des fiches sur des individus, notamment des avocats anticolonialistes, par exemple, qui défendaient des militants algériens. Ça a toujours été le cas, mais est-ce qu'il y a une sorte d'industrialisation aujourd'hui de tout ça ? Il y a une accélération du procédé de fichage parce que l'État a besoin de récolter de plus en plus d'informations. On peut prendre la fichesse, par exemple, qui est utilisée contre des individus dits radicalisés, mais aussi contre des militants. Donc on voit qu'il y a une multiplication des fichages. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est que le gouvernement, non seulement légalise des pratiques en fait, qui se font et qui doivent se faire, mais l'affiche. Et je crois que c'est un signal qui est envoyé à la population. Alors, c'est aussi, et on va continuer un petit peu, l'autre partie de votre réflexion, peut-être plus dérangeante pour nous collectivement, là on parle beaucoup de l'État et de ses méthodes de répression, mais plus dérangeante pour nous collectivement, c'est ce que vous appelez le développement dans nos démocraties d'une synoptique populaire, c'est-à-dire d'un système où une majorité de la population regarde et surveille quelques individus. À quoi vous faites référence précisément ? Je pense en réalité aux appels des policiers, du gouvernement à ce qu'une partie de la population surveille des individus déviants, anormaux, qui ont des pratiques suspectes. Et ça passe par quoi ? Par les messages du gouvernement ? Ça peut être des campagnes publicitaires. Par exemple, en Australie ou au Royaume-Uni, on envoie des kits ou des lettres à la maison, surveiller les individus qui ont un comportement suspect. Ça peut être dans des magasins des vidéos. Ça va être le message attentif ensemble quand on prend le métro. C'est tout un ensemble, là encore, de dispositifs qui vont nous inciter à nous surveiller les uns les autres, à se méfier des uns des autres et qui vont appeler en réalité à la délation. On a évidemment l'autosurveillance et la délation. L'autosurveillance et la délation sont vraiment 2 grands dispositifs de répression latérale aujourd'hui qui viennent servir la répression d'État. Et on le voit dans tous les domaines. On le voit dans la criminalité et la délinquance de droit commun. Alors ça, c'est par exemple aux États-Unis, vous avez des émissions, ou aussi en Angleterre, des émissions qui vous appellent à appeler si vous reconnaissez un homme parce que vous pourriez le mettre en prison. On vous incite à participer à l'enfermement de quelqu'un. Ça peut être, dans le cas du terrorisme bien sûr, d'abord repérer des individus qui pourraient passer à l'acte, puis des individus dits radicalisés. C'est les fameux signaux de radicalisation
qu'on voit partout, dans des guides de prévention de la radicalisation, sur Internet, qu'on envoie à certaines universités françaises. Ça s'est vu il y a 2 ans. Et puis ça va être aussi au moment du coronavirus, où on a vu la police d'Antibes appeler la population à dénoncer toute personne qui ne respecterait pas le confinement. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est, comme vous dites, que personne ne veut rien faire en réalité? Ou est-ce qu'il y a des obstacles administratifs, juridiques, de fait, qui font que c'est plus long? Non, il y a une réelle volonté de non-accueil, en fait. C'est une politique de non-accueil qui est posée. Ça fait des années et des décennies qu'on dit qu'il manque des places dans les dispositifs d'accueil des exilés. Donc, en fait, les dispositifs ne sont pas mis en place, en fait. Et c'est pour faire passer un message. Il est très clair, ce message. Regardez, pour tous ceux qui veulent venir, regardez, on n'accueille plus. Donc, où on accueille comme ça. Ne venez pas. C'est le fameux appel d'air, une honte en fait. On imagine que si on accueille bien, ils vont venir en masse nous envahir, ce qui est totalement faux et fou. Et puis derrière, plus de points de fixation, donc plus de campement dans Paris, et on cherche les gens sous les ponts. Donc ça devient totalement inhumain en fait. On n'a pas d'autre choix que de prendre acte de la décision, mais c'est une décision qui, à titre personnel, et je crois pouvoir le dire au nom du journal, nous désole et même nous attriste pour une raison simple. C'est une défaite pour le droit à l'information. Oui, c'est une défaite pour le droit à l'information et qui vient mettre le doigt sur un certain nombre d'incongruités juridiques. Parce que tu l'as dit, on avait été poursuivi d'abord au civil, on avait gagné en première instance, en appel, on a perdu devant la Cour de cassation et puis il y a eu la censure de la Cour d'appel de Versailles en 2013. Mais le paradoxe, c'est que parallèlement, on a été poursuivi au pénal sur la foi exactement des mêmes articles de loi, les 226-1 et 226-2 du Code pénal. Et devant le tribunal, on a été relaxé en première instance et en appel en disant que notre travail était celui d'intérêt général. La Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui considère que la censure était légitime par l'État français de 70 articles de presse en estimant que oui, c'était une ingérence dans la liberté d'expression, mais c'était une ingérence nécessaire pour protéger la vie privée de Madame Bettencourt et de Patrice Demestre, nous dit la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, ça ne peut que nous surprendre, dans la mesure où les représentants de Madame Bettencourt sont venus au tribunal quand nous avons été relaxés pour nous dire merci pour le travail que vous avez fourni et merci d'avoir révélé ces preuves qui ont permis de condamner un certain nombre de personnes, dont Patrice Demestre, qui a été condamné à la prison ferme, il n'a même pas fait appel du jugement en 2015 pour avoir dépouillé Madame Bettencourt en profitant de sa faiblesse. Et les enregistrements ont été consacrés par la justice française comme une preuve judiciaire. Donc, nous avons permis de révéler des informations d'intérêt général qui ont eu des conséquences politiques importantes, qui ont permis en partie que des gens qui ont commis des délits soient condamnés. Et paradoxalement, les articles à l'origine de tout ça demeurent encore aujourd'hui inaccessibles aux citoyens. Et la Cour européenne des droits de l'homme nous dit cette censure, elle est normale. Donc nous, de notre point de vue de journalistes, évidemment, c'est quelque chose qui est très dur à accepter, même si nous devons en prendre acte. Il y a une telle détresse sociale chez les gens, chez nous. Enfin, on s'en prend plein la tronche constamment au niveau politique et tout ça. On est dans un tel sentiment d'injustice qu'en fait, des fois, on ne sait même plus sur qui envoyer notre colère. Et des fois, par frustration, effectivement, on va heurter les sentiments et d'une camarade qui, au final, n'avait rien demandé, quoi. Et donc, moi, c'est vrai que c'est très dommage. Moi, ce que j'ai vu, par exemple, dans mon expérience, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des désaccords ponctuels, mais que dans l'ensemble, tant qu'on garde effectivement le même objectif, la même idée de justice et de démocratie, bah ouais, on finit quand même toujours par revenir de toute façon, parce que voilà, on pourra pas s'arrêter de se battre. Tant qu'il y aura des injustices, en fait, tant qu'on n'aura pas eu gain de cause. Je suis à bord de l'Ocean Viking, le navire humanitaire de l'association SOS Méditerranée, qui a pu quitter le port de Marseille lundi 11 janvier à 9h pour sa toute première rotation de l'année 2021. Rotation un peu particulière puisque, je le rappelle, le navire est resté bloqué 5 mois par les autorités maritimes italiennes, officiellement pour des raisons administratives qui ont contraint l'association à réaliser des travaux d'aménagement sur le navire, mais aussi à installer de nouveaux canaux de sauvetage que l'on peut voir juste ici derrière moi. Ce sont les gros bidons blancs. Ils sont au nombre de 8 et ils permettront d'assurer la sécurité des personnes à bord. Il y a déjà un petit peu de monde à bord de ce navire norvégien puisque les équipes de SOS Méditerranée se composent de 22 personnes, dont une équipe de recherche et de sauvetage, une équipe médicale et une équipe de prise en charge. Tout cela sous la houlette de la coordinatrice des opérations et de son adjoint. Depuis l'embarquement qui a eu lieu donc le 8 janvier pour une
grosse partie d'entre nous. Il se trouve que les équipes s'activent pour essayer de préparer l'arrivée des migrants qui pourraient être secourus en mer. Donc il y a d'abord un abri qu'ils ont aménagé exclusivement pour les femmes et les enfants, un autre pour les hommes, et puis à proximité immédiate, un cabinet médical qui leur permettra de recevoir des premiers soins non urgents si besoin. Depuis leur arrivée, les équipes se sont également formées aux risques incendies, aux premiers secours ou encore à l'évacuation de personnes par hélicoptère, puisque cela arrive assez régulièrement lors de missions de ce type. Tanguy, qui est le responsable des équipes de recherche et de sauvetage, a initié toute une série d'entraînements au nord de la Corse, mardi, toute la journée, de façon à préparer ces équipes avant que le navire ne se dirige vers les côtes libyennes en fin de semaine et que les équipes ne soient confrontées très certainement au réel. Alors j'ai demandé à Tanguy de nous expliquer pourquoi est-ce que ces entraînements étaient aussi importants. Il a accepté de se confier à Mediapart. On écoute. En quoi ont consisté alors les exercices aujourd'hui? J'ai vu qu'il y avait des mannequins notamment qui étaient jetés à l'eau, qu'il fallait essayer de récupérer le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, nos objectifs, c'était déjà de mettre les bateaux à l'eau et de les récupérer en sécurité. Ensuite, une des bases de nos manœuvres, c'est-à-dire la récupération d'hommes à la mer. On a des techniques pour ça. Une autre de mes priorités, c'est d'être sûr que le binôme leader-driver fonctionne de manière fluide et dynamique. Ça, c'est très très important. On a observé au travers des années que plus les gens sont entraînés, et moins ils vont souffrir psychologiquement quand les choses se passent mal. Combien de personnes est-ce que vous pouvez secourir à bord d'un seul semi-rigide? Je peux traiter plusieurs types de détresse. Du coup, de un pneumatique jusqu'à un gros bateau bois, jusqu'à plein de pneumatiques. On a des procédures pour tout. Après, il y a un moment du sauvetage où on passe à la phase transport. Et où là, avec mes bateaux principaux, le 1 et le 2 en général, je vais pouvoir déplacer entre 22 et 30 personnes avec le 1 et entre 16 et 20 personnes avec le 2. Et combien dure en moyenne une opération de sauvetage? Si tout se passe bien, on peut partir sur 1 heure, 1 heure et demie. Et ça peut aller jusqu'à combien de temps? 12 heures, 13 heures, 16 heures, 18 heures. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Et dans quel genre de situation est-ce que ça arrive que ça dure autant de temps? Est-ce que c'est quand il y a plusieurs opérations qui s'enchaînent? Soit c'est parce qu'on a plusieurs cibles, soit c'est parce qu'on a des cibles particulières, comme les gros bateaux bois, où on a déjà vu 900 personnes dans la même embarcation. Du coup là c'est très compliqué et ça prend du temps.